Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on s'enflamme pour Elena Siak. Bonjour Lucien. Salut Elena, tu vas bien? Ça va et toi? Très bien, installe-toi. Merci. Dans ce beau canapé orange. Oui. Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous Elena. Ça me fait plaisir aussi, merci encore. Eh bien merci à toi, bon on va faire un petit, comme dans 4 mariages et une lune de miel, une note pour la déco. Ouh, c'est un 10, c'est un 10 sur 10, magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup. Bon, t'as vu les références, hein? Ouais, j'ai tout vu, hein. j'ai vraiment tout vu, j'ai tout analysé, c'est parfait. Oh, magnifique, magnifique. Elena, je te présente pour nos téléspectateurs, tu es une ancienne basketteuse, on peut le dire maintenant. Oui. 14 saisons professionnelles, 137 sélections en équipe de France, 3 médailles d'argent européennes, 1 médaille de bronze olympique, 1 Euroleague, 2 Eurocoupes, 3 championnats de France et un titre de meilleure joueuse de Ligue féminine. Je reprends mon souffle. C'est pas mal Elena quand même. Hein. C'est pas mal, oui, effectivement. Ouais, c'est un beau palmarès. Elena, complète cette phrase. Ce que je voudrais qu'on retienne de moi en tant que basketteuse, c'est... C'est ma joie de vivre. Ouais. Et j'aurais dit aussi mon travail, parce que, tout ce que tu as cité, ça a été beaucoup de sueur. Beaucoup de moments difficiles, évidemment, mais j'ai été chercher. Ouais. c'est ce que vraiment je répète. Donc, du travail, mais de la bonne humeur aussi. Bon, c'est pas mal. Quand on arrive à allier les deux, ça passe mieux. C'est important. On va en reparler parce qu'en effet, tu as un parcours assez atypique et une carrière flamboyante. Tu as annoncé ta retraite en décembre 2024, donc ça fait bientôt 1 an maintenant. Avec un peu de recul, est-ce que ça te manque? Et si oui, qu'est-ce qui te manque le plus? Et oui, c'est vrai, on va bientôt fêter l'anniversaire. Alors, je n'ai pas de manque en soi parce que finalement, je reste quand même pas loin des parquets. Ouais. Je vais voir le maximum de matchs possible parce que c'est une passion avant tout. Le fait d'avoir arrêté de jouer ne m'empêche pas d'aller voir des matchs. Ouais. Je prends énormément de plaisir à voir des matchs. Mais l'adrénaline, tu sais, l'adrénaline, ça c'est vrai. Eh oui. C'est difficile de le trouver de l'autre côté, dans ma nouvelle vie. Tellement le basket et le sport de haut niveau procurent des émotions exceptionnelles. Ouais. Ça, on va dire que oui, c'est la chose qui manque le plus aujourd'hui, tellement pendant 14 ans, on a été tous les jours avec cette adrénaline du matin au soir. Mais en soi, je n'ai aucun regret parce que j'ai rempli tous mes objectifs, finalement. Oui, et puis tu avais en quelque sorte mis un peu ta vie en pause pour le basket. Oui. Quand tout s'arrête, est-ce que ça fait peur? Est-ce qu'il y a un peu un vide? C'est vrai que l'après-carrière, c'est quelque chose qu'on redoute, c'est quelque chose qu'on repousse au maximum, qu'on ne veut pas forcément y penser parce qu'on est tellement focus sur la performance, sur le moment présent. Ça a été le cas, toi? Il y a eu des fois où tu t'es dit, bon allez, là je vais peut-être m'arrêter, et puis à chaque fois tu repoussais un peu l'échéance? Je me souviens, c'est des petites anecdotes, hein, on est là pour ça. Hein. Bien sûr. Début de ma carrière, tellement ça a été très difficile pour moi parce que comme tu disais, j'ai un parcours qui est assez atypique. Hein, j'ai sauté 3 niveaux pour me lancer dans ma carrière professionnelle. Et plein de fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que déjà, je me suis dit, est-ce que moi-même j'ai le niveau? Est-ce que je vais réussir à rattraper mes coéquipières qui sont quasiment toutes passées par l'INSEP, qui ont des années d'expérience dans le haut niveau? Et donc oui, plein de fois à ce moment-là, j'ai voulu faire demi-tour parce que je me disais, mais je ne suis pas à ma place et je ne vais jamais y arriver. Voilà, j'étais encore un peu fragile mentalement. Et puis finalement, non, j'ai quand même continué parce que la passion, parce que j'ai compris que les entraîneurs, s'ils sont durs avec toi, c'est qu'ils croient en toi. Ouais. Donc ça, je l'ai vraiment bien capté. Et c'est comme ça que j'ai continué. Mais à aucun moment, après, par la suite, j'ai voulu arrêter parce que vraiment, j'ai vraiment lié ma vie au basket, quoi. Ouais, toi, c'est un peu le corps aussi qui a dit stop. Oui, la tête, elle disait quoi? Elle disait stop aussi ou elle disait oh, pourquoi pas encore la tête, alors... Oui, c'est le corps qui m'a donc dit qu'il fallait que j'arrête à ce moment-là parce que j'ai un genou qui s'est abîmé au fur et à mesure. J'ai eu des douleurs assez persistantes pendant plusieurs années. Là encore maintenant? Tu as encore des séquelles? Alors là, j'ai des petites séquelles, oui, au quotidien. J'ai des petites douleurs, voilà, des petits pics. Hein, il y a des choses que je ne peux plus faire aujourd'hui, mais ça va, je pense que j'ai arrêté au bon moment. J'arrive à vivre avec facilement aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai arrêté, ça a été aussi la tête, beaucoup la tête, qui m'a dit là, tu as peut-être écouté ton corps. Parce que bon, les sportifs ont tendance un peu à oublier et à forcer un peu parce qu'on veut absolument jouer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup écouté ma tête. Et tu as bien fait. La question que je pose à tous les invités, Elena, la dernière fois que tu t'es enflammée, c'était quand? Ça peut être n'importe quoi. Hein, c'est pas obligé que je me suis enflammée. Alors, du coup... Enflammée sur le terrain, enflammée sur la piste de danse. C'est toi qui choisis, ça peut être sur la piste de danse. Ouais, enflammée.
quand même quelqu'un qui s'enflamme beaucoup, en vrai. Mais si je dois retenir, je dirais sur le terrain quand même. Les derniers titres, le titre avec Lyon, le doublé. 2023, le doublé 2023 avec l'Eurocup et le championnat. Les JO Tokyo aussi. Là, ça a été pour moi, c'est vraiment un des meilleurs moments et le titre, pour moi, qui m'a le plus marqué émotionnellement. Vraiment, c'était incroyable. Donc, on va dire, les derniers titres. Ok, tu sais quoi, Elena, moi, je ne me suis pas encore assez enflammé aujourd'hui, je pense, donc on va le faire ensemble, on Allez. va allumer le feu. La Elena petite, elle était comment? Elle aimait faire quoi? Alors, la Elena petite, je sais que beaucoup de gens vont peut-être pas me croire, mais elle était hyper timide, hyper réservée. Ok. J'étais quelqu'un qui se mettait presque à l'écart des groupes, tout le temps. D'accord. Il y a des photos chez moi où il y a une photo de groupe et moi je suis comme ça, où je regarde dans les airs, où je suis à côté, je sais pas, je me mettais tout le temps en dehors. Ça a bien changé depuis. Mais sûrement, on y reviendra plus tard, mais sûrement grâce au basket. Grâce au basket, évidemment. Donc j'étais. Elle est là, la petite Elena. J'avais des coupes carrées, c'est souvent. 99. Ah ouais, tu vois. Ouais. À l'époque, où on disait Poussin, Benjamin, tout ça. Maintenant, c'est U11, U13. Donc là, voilà. Ouais, j'étais timide. Franchement, j'étais quelqu'un qui était réservé, qui n'osait pas aller vers les gens, qui se mettait à l'écart du groupe. Et ça, dans la vie ou dans le basket aussi? Parce que tu as commencé à 11 ans. Oui. Et dès que tu as commencé le basket, sur le terrain, ça m'a permis de un peu plus m'exprimer. Vu que c'est un sport d'équipe, forcément, tu es tout en groupe. Donc là, c'est presque que je me suis forcée à aller vers les gens parce que c'était mes coéquipières, parce que j'allais jouer avec. Et qu'on a besoin de cette connexion malgré tout. Et c'est vraiment c'est le basket qui m'a permis de m'ouvrir aux autres, quoi. Mais c'est vrai que plus petite, c'était pas du tout ça. Et justement, Elena, le basket, tu commences à 11 ans. Tu commences à 11 ans avec un premier coach. Eh oui. Qui se trouve ici, sur cette image. Le plus grand, tout simplement, de cette équipe. Et ce premier coach, c'est ton père. Piotr Siak, international polonais, 80 sélections. Ça fait quoi d'être coaché par son papa quand on commence une discipline, Elena? Eh bien, c'est quelque chose qui marque. C'est quelque chose qui a marqué. Puisque ancien basketteur, il avait vraiment à cœur que sa fille un peu suive ses traces, parce que le basket l'a vraiment beaucoup aidé dans sa vie personnelle notamment. Donc il a vraiment voulu me donner ça, me transmettre ça. Donc ça n'a pas été facile, puisqu'il était un peu à la dure, le sang un peu de l'Est. Plus dur avec toi qu'avec les autres, étant donné que tu étais sa fille. Oui. Je me souviens que même, il avait les clés de la salle parce qu'à ce moment-là, il coachait également des jeunes garçons. Donc il avait les clés de la salle. Et notre salle, elle était au bout de la rue. Elle était à 1 kilomètre de chez nous. Et donc le dimanche, on y allait. Et c'est comme ça qui m'a donné un peu l'envie de jouer. Ouais, c'est marrant parce qu'on peut se dire, un papa basketteur de haut niveau, on a la petite fille qui va vouloir faire du basket de haut niveau. Ça n'a pas été forcément le cas au début. Pas du tout même. Non, pas du tout. Je voulais pas. En fait, j'ai commencé le basket vraiment pour être avec mes copines. Pour le plaisir vraiment de jouer, de se retrouver 1-2 fois par semaine. Mais je n'avais pas du tout en tête que je voulais être pro. C'est marrant. Ça a pu créer des conflits avec ton père? Oui. Oui. On s'en souvient, je m'en souviens encore. Ça a été hyper tendu parce que évidemment, lui, il aurait voulu que je fasse le parcours dès le plus jeune âge et que je m'envole de mes propres ailes pour tenter une expérience haut niveau. Mais c'est vrai que moi, je refusais, quoi. Et ta mère se positionnait où dans l'histoire? Elle était un peu de mon côté. Elle n'aimait pas les tensions. Donc elle essayait quand même d'adoucir la chose. Heureusement qu'elle était là, je ne vais pas le cacher, mais non, mais après, il ne peut être que fier du parcours finalement, parce que je lui ai dit que c'est que je ne me sentais pas prête et que pour rien au monde, je regrette d'avoir fait ces choix-là, quoi. Et il comprend totalement. Et de le voir aussi, de voir un peu le quotidien d'un basketteur de haut niveau à travers ton père, est-ce que ça aussi, ça a pu, toi, t'empêcher de te lancer trop tôt ou pas? C'est vrai que mon père, point commun, il a arrêté aussi parce qu'il a eu beaucoup de soucis physiques, beaucoup de blessures, donc il a arrêté. Donc j'ai pas eu la chance de le voir jouer. Alors je pense que j'étais très petite, voire bébé, donc j'ai pas de souvenirs. Mais peut-être que oui, finalement,
c'est peut-être ça aussi qui m'a tout de suite dit, j'ai pas envie non plus de finir avec des séquelles, avec des blessures. Pareil, il a des problèmes au genou, il a eu le dos, enfin, pas mal de choses. Donc peut-être que ça aussi, ça me retenait sur le fond. Mais je sais qu'il y avait aussi ce côté, je voulais pas partir parce que je suis très famille. D'accord. Et je voulais pas quitter les miens, mes amis d'enfance. Voilà, j'avais vraiment mon petit cocon. Et c'était très dur pour moi de quitter ça. Ouais. Et quand tu as décidé de te lancer, bon, je suppose qu'il a été de très bons conseils. T'en as un là qui te vient en tête, qu'il a pu te donner, ton père Alors, j'en ai pas un. Je sais que quasiment, même après chaque match, on s'appelait. D'accord. Débrief. Ah ouais, débrief de match, ouais, vraiment. Débrief dur. Ouais. Okay, ouais. Mais c'est limite, je préférais. Okay. Je préférais qu'ils me disent limite ce qui n'a pas été, tout de suite. Comme ça, au moins, moi, ça me permet de progresser. Et ça a été ça tout le long. Et c'est pour ça que je l'ai gardé tout le long de ma carrière. Ah ouais. Quand je regardais les stats, je voyais toujours ce qui n'a pas été. Parce que les balles perdues, je sais pas, le nombre de rebonds que je n'ai pas suffisamment pris, que les bonnes choses. Donc ça, il me l'a vraiment inculqué aussi dès le début de ma carrière. Ouais. Et le déclic, il est venu comment? Comment, à un moment, tu t'es retrouvée face à toi-même et tu t'es dit, allez, Elena, là, c'est le moment, on se lance dans le haut niveau? Ouais. Le déclic, il a été fait après mon bac. Ouais. J'avais pas tellement d'idées de métier. D'accord. J'en avais un, mais j'ai reculé parce que, en fait, petite anecdote, j'ai fait un stage de 3e, donc au collège, dans une clinique vétérinaire. D'accord. Parce que je voulais être vétérinaire. Moi aussi, j'ai fait un stage J'adore les animaux. Ah ouais. Et en fait, trauma, on a assisté à euthanasie, on a assisté à une opération qui a mal tourné, du coup, l'animal est mort sur le coup. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je me dis, je ne peux pas. Ouais, je peux pas faire un métier comme ça va être horrible. Du coup, j'avais pas de plan B. Et en fait, toutes les sollicitations que j'ai eues par rapport au basket, donc l'INSEP, les équipes de France Jeunes, tout ça, j'ai refusé. Oui, parce que tu as été beaucoup sollicité, il faut le dire. Ouais, des coups de téléphone, enfin, ouais, vraiment, vraiment. Et en fait, je me suis dit, je sais pas, une petite voix, je sais pas, quelque chose qui me disait, tu vas le regretter si tu essaies pas. Et c'est comme ça, en fait. Ouais. Et t'as bien fait, parce que ton parcours, il est fou. Ouais. Tu passes de la Nationale 2 avec Saran à la première division française et à l'équipe de France en 3 ans. Oui. Tout simplement. Alors, dit comme ça semble simple, c'est beau, mais tu as bossé énormément pour ça, beaucoup plus que les autres, j'ai envie de dire, parce que tu partais de plus loin, tu avais accumulé un peu de retard. Comment tu l'as vécu, tout ça, de devoir à chaque fois en faire plus, tout le temps? Oui, ça a été compliqué. Alors, j'ai commencé par la Ligue 2 quand même, parce que je ne prétendais pas avoir le niveau en Ligue, et je ne voulais pas, parce que c'était trop. Et donc, c'est moi qui ai contacté les clubs, et il y a le club de La Roche-sur-Yon, donc le RVBC, qui m'a contacté, qui m'a dit « Allez, viens faire un test ». Donc, je suis venue à un entraînement, je crois que c'était leur fin de saison, et elles préparaient leur Final Four. C'était les Final Four de Ligue 2. Et donc, j'ai fait un entraînement. Même là, je me suis dit « Oh, le niveau et tout, voilà, je suis en retard. » Ah ouais, je suis en retard. La dureté, tout, en fait. J'étais à la ramasse. Je me sentais, pour moi, je me disais « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, non, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit « Nous, on te veut. » Et donc, c'est là où j'ai signé mon premier contrat. Et donc là, ça a été une année difficile. Difficile, humainement. Parce que là, je sentais que j'avais du retard et donc je devais faire le double, voire le triple de ce que les autres faisaient. Et en fait, c'est quasiment, je dormais à la salle, quoi. Je venais tout le temps. Et ça a été dur parce que physiquement, j'étais une plume, quoi. J'étais toute fine, mentalement très fragile. Je quittais en plus mon chez-moi, donc j'étais pas bien. J'étais pas bien pour ça. Donc c'est vrai que ça a été un mélange de tout ça. Et ça a été compliqué, mais j'ai pas lâché. Qu'est-ce qui t'a fait tenir à ce moment-là? C'est toi? C'est des personnes que... Ouais, mon entourage. Forcément, mon entourage qui m'a beaucoup encouragée. J'ai eu des visites aussi. Voilà, j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont clairement dit « tu peux pas lâcher » en fait. Clairement, qui m'a dit « t'es là, il faut que tu restes en fait. Il faut que tu restes » et ça m'a vraiment aidée sur le moment parce que il y a eu plein de choses qui... c'était vraiment compliqué. Puis t'es jeune, en plus, t'as 20 ans, c'est ça, j'ai 20 ans. Ouais, c'est ça, je sors de mon petit lycée, de mon bac, voilà, de mes 2 entraînements par semaine, de mon match le week-end. Mais en fait, c'est un changement radical de vie, quoi. C'est ça, tu fais bien de le dire, parce que maintenant, et même à l'époque, mais les joueuses qui évoluaient en Ligue 2 ou même en première division avaient déjà
été un peu formé à tout ça. Oui. Dans les pôles, pôle espoir, à 15 ans déjà. Tu es déjà un peu matrixé, tu as une fréquence d'entraînement très, très élevée, un cadre de vie très strict. Ouais. Toi, tu découvres tout ça, exactement. tout en fait, d'un coup. Mais c'est ça, je passe d'une chose à l'extrême, quoi. Oui. Vraiment, c'est une adaptation aussi, c'est tout, une hygiène de vie à mettre en place. C'est tout ça, en fait. Donc je fais vraiment un grand écart, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, le grand écart était plutôt bien réussi, même très bien réussi, puisque quelques années plus tard, si je te dis 19 mai 2013, est-ce que ça te parle? Ouais, 2013, c'est quoi, finale Ligue 2, non? Première sélection d'équipe de France. Ah, première sélection, oui, c'était la même année. Ouais, même année, ouais. Contre l'Italie, ça se passait à Roanne. Bon, l'équipe de France s'impose assez facilement, 67-39. Comment tu as appris déjà cette première sélection en équipe de France? Je crois un peu comme la plupart, sur les réseaux. Sur les réseaux. Visuel il y avait d'annonce. Tu vois la liste et tu vois ton nom. Ok. Non, alors je crois que j'étais à l'entraînement. Ok. Parce que je suis sortie de l'entraînement et je crois que j'ai vu mon téléphone, plein de messages. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai vu, félicitations, bravo pour ta sélection et tout. Je me dis, mais de quoi? Et en fait, c'est après, j'ai vu la liste. Effectivement, j'étais retenue dans la liste élargie. Pour le championnat d'Europe. Et j'en revenais pas, quoi. Ah ouais, et puis à l'époque, en plus, l'équipe de France, alors il y a eu les JO 2012 à Londres. Et c'est ça. C'est les braqueuses. C'est ça, c'est exactement ça. Je suis en Ligue 2, donc forcément, tu vois, pareil. Je suis le petit poussé un peu, je vois les noms, je me dis, mais ces joueuses-là, je les admire tellement. Enfin, donc c'était incroyable. Ça fait quoi d'ailleurs la première rencontre avec, je pense tout de suite quand on parle des braqueuses à Céline Dumerc, par exemple, la première rencontre avec Céline Dumerc. Voilà, le naturel qui revient, toute timide, j'osais pas leur parler. Je me souviens, mon poste c'était Emeline Ndong, il y avait Isa, Yakoubou, Sandrine, tous ces noms. Moi, c'était des filles que j'allais voir jouer et que, encore des années auparavant, j'allais les voir et jamais je me serais dit que je serais dans le milieu pro aussi comme elles. Et là, je suis avec elles, en stage, en équipe de France. Donc, hyper impressionné. Ça doit être dur de trouver le juste équilibre entre, en même temps, profiter du moment et, tu vois, profiter aussi de voir des joueuses comme ça, comme tu as dit, que tu as idolâtrées, mais en même temps, avoir les dents qui rayent le parquet parce qu'il faut en vouloir quand tu fais ta première sélection en équipe de France. C'est ça, il faut que tu montres que tu es là, il faut que tu gagnes ta place. Donc là j'ai tout de suite compris qu'il faut gagner sa place en équipe de France. Tu es là, tu es avec des joueuses de renom, d'un talent mais exemplaire, c'est des filles au quotidien, elles sont en plus adorables, j'ai été super bien accueillie. Mais voilà, on sait qu'une fois sur le terrain, il faut gagner sa place. Et donc là, j'ai vraiment compris ce qu'était la concurrence. Et Elena, qui dit équipe de France, dit forcément la Marseillaise. Ça, tu as eu la chance de l'entendre, de la chanter à 137 reprises, de la première à la dernière. Ça a été hyper intense pour toi, hyper émouvant? Même émotion. De la première à la dernière, c'est toujours quelque chose de dingue. J'en ai à chaque fois la larme à l'œil. Vraiment, c'est... En fait, on réalise où est-ce qu'on est, on réalise le maillot qu'on porte, on réalise les gens qui sont autour. Le mieux, évidemment, c'est quand le public chante en même temps. Je ne vais pas chanter là, excuse-moi. Je chante un peu. Moi non plus. Voilà. Mais c'est les frissons tout le temps. Mais vraiment, jusqu'à la 137e, ça a été intense tout le temps. Marseillaise intense. Le premier panier, intense aussi ou pas? Tu t'en rappelles ou pas? Je crois que c'est à ce match-là. Oui. Ouais, parce que tu prends 3 fautes très rapidement. Alors ça, donc ça déjà, tu dois être un peu... mon péché, mais ça, c'était le stress. C'était d'un stress. Souvent, moi, je me souviens, j'étais tellement stressée. Du coup, les fautes, je sais d'où ça vient. Non, mais un peu trop. Voilà, les bras qui partent un peu, parce que voilà, on ne contrôle pas, on est vraiment sous tension. Donc c'était à ce match-là. Alors je me souviens plus exactement à quel moment j'ai dû marquer, mais je crois que je devais être contente. Mais je l'ai pas montré. Tu finis à 6 points. Oui, je crois 6 points, C'est pas mal quand même. Pour une première sélection, honnêtement. Franchement, ouais. C'est pas mal. Donc voilà, ce premier match en bleu, des paniers, tu en marques avec l'équipe de France, mais aussi en Ligue féminine, où tu as joué 11 saisons, dans 5 équipes, tu as disputé 240 matchs, tu as marqué 2122 points. Bon, je sais pas si tu étais au courant. Non, voilà, exactement. C'est des trucs de journaliste. Tu as capté 1472 rebonds et tu as réalisé 233 contres. Tu es la 2e meilleure contreuse all-time. Voilà, je te l'apprends. Merci. J'adore rien, c'est normal. Donc on ne va pas revenir sur tes 11 saisons en Ligue féminine, on n'a pas non plus 5 heures d'émission, mais je voudrais qu'on parle quand même de ces 3 titres que tu as gagnés. On a un petit visuel avec ces 3 titres, 2014 à Montpellier, 2015 à Bourges et 2023 à Lyon. Oui. Voilà.
Est-ce que tu peux physique, me décrire ces 3 titres en un mot à chaque fois? Alors, BLMA, je dirais le premier. Après seulement 2 saisons en Ligue. Ouais, c'est fou. J'étais à Perpignan avant. J'ai fait 2 saisons à Perpignan où j'ai fait une saison en Ligue 2 et une saison en Ligue. Et ensuite, je pars à Montpellier. Donc là, on a le titre. Bourges, je dirais le back-to-back, parce que je gagne l'année d'après. Et je crois que c'était contre Montpellier en finale, en plus. Et Lyon, je dirais un accomplissement, parce que je suis arrivée en 2019 à Lyon avec des projets clairs, avec vraiment cette volonté aussi de gagner des titres. Et donc, forcément, il y a eu le Covid qui nous a un peu stoppé dans l'élan. Mais voilà, 2023, donc 4 saisons après, je me dis, enfin, on a gagné un titre avec l'ASVEL. Ouais, l'idée, c'est pas de les classer, là, Elena, c'est toujours difficile de demander aux athlètes de classer les titres, mais lequel t'a le plus marqué, en tout cas? Ah là là, c'est difficile aussi. C'est très difficile. Qui m'a le plus marqué, je dirais celui de Bourges. Celui de Bourges, parce que c'était à l'époque ancien Prado. J'ai encore des souvenirs de cette salle qui m'a beaucoup marqué. C'était un mini chaudron, vraiment. Les matchs, c'était la folie. J'étais avec Céline. Céline, qui est clairement une des joueuses qui m'a marqué dans ma carrière. J'ai connu Andy, qui est aujourd'hui une très bonne amie à moi, Diandra, Andy Miem, Diandra Tchatchouang aussi. Donc, vraiment, je dirais ce titre-là. Après, c'est difficile de choisir, clairement, tellement les trois titres, c'est énorme. Mais on va dire que celui-là, par rapport à tous ces critères, ça m'a marqué. Une autre saison a été dingue pour toi. Il n'y a pas eu de titre au bout, mais c'est 2018-2019. Tu es élu MVP de la Ligue féminine avec des stats 14,5 points de moyenne, 7 rebonds, tu es à plus de 60% au tir, 18,1 d'évaluation. Tu marchais sur l'eau à ce moment-là. Tu étais dans la zone, Elena. Clairement. Et comme je le répète assez souvent, je dois beaucoup à mes coéquipières. Mes coéquipières, c'était une bande de potes. C'était un projet qu'on a monté quand j'étais en Russie, dans ma 2e saison. Voilà, il y a Rachid Méziane qui me dit j'ai un projet là à Montpellier. Voilà, donc il me raconte, il me dit j'envisage de contacter telle joueuse et tout, qu'est-ce que tu en penses? Et là j'étais là, mais tu te rends pas compte si tu arrives à avoir toutes ces joueuses, mais ce serait incroyable. C'est vrai que c'était et en fait, c'était incroyable. Et vu qu'on s'entend très bien, c'est mes copines, du coup on en parlait. On se dit les filles, imaginez, on arrive à jouer ensemble et tout à Montpellier. Avec le soleil, enfin voilà, le cadre de vie qui est assez sympa. Moi, je suis en Russie, j'ai de la neige. J'ai 3 mètres de neige de octobre à mars. Là, on parle d'un cadre de vie avec la mer et tout, avec les copines. Et donc, là, on se dit, projet de fou. Donc ça a été une année absolument, humainement, la meilleure que j'ai eue, vraiment. Et avant cette saison de MVP, tu l'as dit, tu te trouvais en Russie. En Russie. Donc au Dynamo Koursk. Alors, superbe équipe, vraiment une armada. Mais raconte-moi quand même le quotidien en Russie, parce que, bon... il est particulier. C'est là qu'on se dit, en France, on est pas mal, quand même. Mais après, ça a été une opportunité dans ma carrière que j'ai saisie en 3 jours. J'ai eu un appel, je ne sais pas, peut-être le samedi, le mardi, je signais. Parce qu'à l'époque, c'était une des meilleures équipes d'Europe avec Ekaterinbourg. C'était vraiment les deux gros clubs prétendant au titre d'Euroleague. Et donc, en fait, anecdote, cette équipe, on les a joués avec Bourges. Donc, avant ça, j'étais à Bourges. On les a joués, je crois que c'était quart de finale d'Euroleague. Et je me souviens à l'époque, le président de Bourges qui nous dit si on gagne, on va à Koursk pour le match retour en jet privé. Là, j'ai dit les filles, j'ai jamais pris de jet privé, il faut qu'on gagne et tout. Et là, je fais un match de fou. Je sais plus, je crois que je fais un double-double. Je fais un match, mais complètement dingue, trop motivée pour prendre l'avion privé. Et en fait, cette équipe, donc la GM de Koursk qui a appelé mon agent 2 jours après. On te veut, tout ça. Comme ça, là-bas, on te veut tout de suite. En fait, il faut te dire à chaque fois qu'il y a un jet privé. C'est ça. Il faut la petite motivation. Non, mais en soi, c'était... c'est fou. C'était fou, mais moi, non, j'étais encore en contrat avec Bourges et je voulais vraiment l'honorer jusqu'au bout. Et 1 an après, on ne les a pas du tout joués, que ce soit en groupe Euroleague ou Playoff. Et ils m'ont rappelé.
Ouais. Un an après, en mode, on t'a pas oublié en fait. Et donc j'ai signé. Et vraiment, la Russie, alors oui, c'est particulier. Voilà, comme je disais, c'est de la neige, c'est froid. Les gens, comment en Russie? Froid. Froid aussi, comme la météo. Comme la météo, comme les maisons. Ouais, c'est froid en fait, c'est gris. Voilà, il commence à faire jour à, je sais pas, à 9h et il fait nuit à 15h. C'est très particulier. Mais j'ai eu la chance d'avoir des super coéquipières. Les Russes, au top. Très bon accueil. Les étrangères de l'équipe, les Américaines, le coach espagnol. Vraiment, vraiment top. J'ai absolument rien à dire là-dessus. Donc, ça a vraiment aidé à m'adapter finalement au climat. C'est vraiment voilà, toutes ces personnes qui travaillaient avec nous ou pour nous qui ont fait qu'on était quand même dans un certain confort malgré l'atmosphère. Oui. Et puis donc toutes ces coéquipières évidemment qui t'ont aidé aussi à t'intégrer. Et puis il y a autre chose aussi qui t'a apporté un peu dans cette aventure en Russie, c'est un livre. C'est un livre que je n'ai pas là, je suis désolée, j'aurais bien ramené, mais voilà. Il est dans mes cartons, dans mes sacs, à côté d'une dotation. Ouais. Tu peux m'en parler un peu de ce livre? Ouais, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé justement pendant mes 2 années en Russie, donc c'est Le pouvoir du moment présent. C'est un livre un peu centré développement personnel, donc j'en ai lu beaucoup. Ouais. C'est des choses que j'aime bien lire. Et en fait, il m'a beaucoup aidé parce que c'était difficile. Hein. Moi, je suis très, très joviale. J'aime faire des choses en dehors avec mes coéquipières, des activités, des soirées. C'est pas forcément l'endroit. Et là-bas, c'était pas ça. Ouais, là-bas, c'était on vient à l'entraînement, on part tout de suite après. Enfin voilà, c'était assez carré là-dessus. Et c'est vrai que je me suis sentie quand même pas mal seule. Alors FaceTime, les appels visio, tout ça, c'était mes meilleurs amis. Mais ce bouquin m'a beaucoup aidé à relativiser sur beaucoup de choses, donc comme son titre l'indique, hein, le moment présent. Et c'est vrai que je l'ai lu plusieurs fois, je crois 3 ou 4 fois. Mais ça a été un livre qui m'a beaucoup aidé, quoi. Et derrière, j'en ai enchaîné sur d'autres. Et c'est vrai que ce livre m'a beaucoup... il m'a marqué, quoi. Bon, en tout cas, en Russie, tu vis un truc de dingue aussi, c'est que tu remportes l'Euroleague, qui est la Ligue des champions du basket, le Graal. Ça reste le plus beau titre de ta carrière, ça, tu penses? Oui, complètement. C'est le titre que je crois... Et dès la première saison, en plus. Dès la première saison, on fait une saison invaincue. C'est-à-dire du premier au dernier match, on gagne tous nos matchs. Saison de fou. Et gagner ce titre, en fait, ça a été pour moi... j'ai mis vraiment du temps à réaliser que je venais de gagner l'Euroleague. Parce que comme tu dis, l'Euroleague, c'est tellement dur à aller chercher. Surtout là, il y avait Ekat qui est l'armada, clairement, des joueuses de renom. C'était vraiment la concurrence, hein, pour le coup. Et en fait, c'est nous qui l'avons remporté. Et ouais, je me souviens que je suis restée au moins des secondes, des minutes, comme ça, à réaliser. Parce que l'Euroleague, quoi, ça faisait quoi 5 ans que j'étais en pro? 5-6 ans, ouais. Et là, je me retrouve... dans une équipe russe à gagner l'Euroleague avec des filles géniales. Donc, il me fait d'ailleurs une transition, parce que ces filles géniales, elles se trouvent ici, sur cette belle photo. Et il y a une joueuse, moi je voudrais te parler, c'est elle, Angel McCoughtry, une Américaine qui a été élue 5 fois All-Star de WNBA, 2 fois meilleure scoreuse de la Ligue américaine. Ça fait quoi de jouer avec elle? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Légende vivante, vraiment. C'est une fille qui est tellement... c'est un talent, en fait. C'est vraiment un talent brut. C'est une fille qui vient à l'entraînement, qui fait son taf et qui repart. C'est pas quelqu'un qui va rester, qui va venir avant. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en fait, le jour où elle a décidé qu'elle veut s'entraîner, qu'elle veut taper le match, et en fait, elle fait des trucs de fou. Je sais plus combien de points exactement elle met en finale d'Euroleague, mais c'est une fille, voilà, elle est comme ça, elle fait son truc tranquille, elle ne se prend pas la tête. Et quand elle a décidé, elle fait vraiment des choses de fou. Et en dehors, humainement, c'est une fille géniale, drôle. C'est vraiment, vraiment, je l'ai adoré jouer avec elle. Ouais. Et Angel McCoughtry est double championne olympique, 2012 et 2016. Tiens, 2016, les premiers Jeux d'Elena. Raconte-moi un peu cette expérience. Rio, c'est la fête. Là, ça devait être parfait pour toi. C'est le carnaval. C'est magnifique. La cérémonie d'ouverture, déjà, c'est toujours le moment très, très marquant pendant les Jeux. Exceptionnel. Exceptionnel. On est là, on regarde partout, on entend, parce qu'il y a beaucoup de bruit. On réalise les personnes avec qui on est.
Avant ça, il y a le couloir où on attend en fait que la France passe. Donc, nous, on a les États-Unis, vu que c'est un peu par ordre alphabétique. Donc, on regarde et tout. Voilà, on voit des stars, on voit les stars NBA, tout ça. Et là, enfin, en fait, pour moi, les JO, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est Disney pendant 3 semaines. C'est ça. On est émerveillés H24. Tu as fait des rencontres un peu improbables avec justement des stars du monde du sport? Ouais, bien sûr, j'ai fait ma groupie, hein, je ne vais pas le cacher. Oui, non, mais normal, attends. Je voyais Nadal, Raphaël Nadal, j'ai couru faire un selfie. On regardait, je crois, c'était France-États-Unis. Je vois dans les tribunes, ou France-Serbie, parce que j'ai été voir après dans les tribunes, il y avait Djokovic. Oui, je crois qu'Isabelle Yacoubou, qui est passée dans ce canapé aussi, avait pris un selfie avec lui. C'est ça, en fait, dès qu'on les voit, parce que c'est difficile, les stars, elles se cachent un peu, forcément, elles sont dans leur bulle. Ça peut être facile au village, qu'à chaque fois, il y ait des gens qui viennent pour demander des photos. Voilà. Donc, mais ouais, dès que je voyais des athlètes que j'admire, de toute façon, je les admire tous, mais c'est vrai que dès que je voyais les stars, je courais pour le selfie. Je vais pas... Je pense que c'est ouf. C'est quand même à ce moment-là, quand tu es sportif de haut niveau, que tu te dis, OK, je suis une star. C'est quand d'autres sportifs de haut niveau viennent te demander des photos. C'est ça. Là, tu vois, tu rentres dans une autre dimension, je pense. Et si on parle un peu terrain, Elena, c'est JO 2016, une 4e place un peu frustrante. Tu n'as pas énormément de temps de jeu. Comment tu le vis, toi je le vis difficilement, je ne vais pas le cacher. Difficilement, mais je relativise assez rapidement parce que, pareil, coéquipière en or. Vraiment, les filles, elles ont été là pour moi. Ça n'a pas été simple et elles ont été là en soutien. Et en fait, je me disais, t'es au JO. Meuf, t'es au JO, en fait. Oui, c'est peu importe. dingue. C'est presque là, tu as atteint l'objectif ultime. Voilà, ce que... Je me souviens, je regardais 2012. J'étais à Perpignan à l'époque. Je regardais à la télé et dans ma tête, c'était dans 4 ans, tu es à Rio. 4 ans, tu fais ce que tu veux, mais c'est Rio. Et en fait, pendant 4 ans, jour et nuit, c'était Rio dans ma tête. Donc c'est vrai que oui, le fait d'avoir eu peu de temps de jeu, ça a été très frustrant, je ne vais pas le cacher. Mais voilà, j'ai eu du soutien, encore une fois. Je n'ai pas été laissée toute seule et c'est pour ça que ça m'a aidée de finalement relativiser sur ça, quoi. Et 4 ans après Rio, c'est Tokyo. Eh ben non, pas 4 ans, 5 ans. Oui. Je reportais, Covid. Comment tu accueilles un peu cette annonce qui a bouleversé un peu aussi le monde du sport? Horrible. Ouais. Purée. Horrible. Alors, de toute façon, je pense qu'on était vraiment tous dans une période hyper anxiogène. On ne savait pas trop l'avenir, notamment du sport aussi. On ne savait pas ce qui allait se passer. Et donc, on se doutait que pour les Jeux, ça allait être compliqué. Mais c'est vrai que dès le moment où ça a été annoncé officiellement, dur. Là, on se dit, waouh, donc il y a encore 1 an là. Compliqué, mais bon, après, voilà, il faut l'accepter. De toute façon, on était tous dans le même bateau, j'ai envie de dire. On ne savait pas ce qui allait se passer dans les prochaines semaines, mois. Donc voilà, on savait que ça allait arriver, quoi. Alors, Rio, c'était la fête. Tokyo, le silence, entre guillemets. Tu as quand même su profiter pleinement de l'événement, malgré ces conditions assez strictes? Oui, c'est vrai que le huis clos... c'était pas top. Hein. C'était quoi exactement? C'était test nous c'était salivaire. Salivaire, en gros, ok, on mettait notre salive dans un tube à essai qu'on déposait tous les matins. Donc c'est pas très glamour. Hein. Okay, C'était notre routine du matin. Voilà, on crachait dans le tube, hop, et on donnait, et puis ça partait. Voilà, le masque évidemment. On avait des plaques en plexi. Dans la cantine pour éviter, et là, tu vas pas demander un selfie à n'importe qui, hein, là, t'es vite. C'est limite, on parlait avec nos coéquipières, on s'entendait à peine, enfin voilà, c'était très particulier. Après, sincèrement, je m'attendais à limite que ce soit encore plus strict. C'est-à-dire que je pensais qu'on allait rester cloîtrés dans nos appartements, et qu'on pouvait juste aller pour aller manger ou pour aller sur les sites de compétition. Et en fait, non, on pouvait se balader dans le village si on voulait. Donc ça m'a rassurée parce que je me suis dit, purée, les JO, c'est quand même le village. Le village, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de choses dans l'expérience JO. Donc je me suis dit, bon, ça va. On avait quand même prévu au cas où, on avait pris des jeux, si jamais on devait rester. Mais vraiment, non, ça va. Au-delà de ça, c'était quand même des jeux incroyables. Défaite en demi, le match pour le bronze. Alors moi, ce qui m'a assez marqué, c'est que tu l'as dit, ça a été dur pour toi, Rio, de ne pas beaucoup jouer. À Tokyo, là, tu ne rentres pas sur la finale, mais j'ai vu quelques images et je te voyais déchaîner. Vraiment,
comme si tu étais sur le terrain en fait. Alors je sais pas, tu vas me le dire, mais est-ce que tu l'as finalement peut-être mieux vécu à Tokyo, ce rôle de remplaçante, qu'à Rio? Oui, je pense que Rio m'a servi Ouais. pour ça. Ça m'a donné cette petite expérience en plus de trouver en fait, eh ben, je suis peut-être pas sur le terrain, mais dans quoi je peux être utile pour l'équipe. Toujours, de toute façon, ma vision, ça a été toujours pour l'équipe. Donc voilà, ça a été, ok, une fille du banc, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, encourager mes coéquipières, leur donner la petite tape au bon moment, aller les checker, aller voir si tout va bien. Enfin voilà, être là pour mes coéquipières. Pendant qu'elles sont sur le terrain. Donc c'est vrai que Tokyo, je l'ai vraiment pris comme ça. Je me suis dit, ok, c'est pas grave. Donc déjà, oublie pas que tu es au JO. C'est ton deuxième. Ouais. C'était deuxième JO. Là, médaille de bronze, on joue pour une médaille. C'est pas grave, oublie tout. Là, c'est une médaille olympique. Médaillée olympique. Médaille olympique. Et ben, tu oublies tout. Et Avec voilà. les copines. Avec les copines, voilà. Deux de mes meilleures amies qui sont là. Donc, je ne sais pas si on voit, mais sur cette photo, voilà, j'ai un petit cocard. Ah oui, c'est vrai. J'ai un œil au beurre noir, en fait. J'ai reçu un coup de coude contre l'Espagne. Ouais. Je me souviens, j'ai reçu un Espagnols. coup de coude. Ouais, voilà. Et c'est un œil voilà, qui m'a... On ne voit pas trop parce que je l'avais caché, évidemment. Ouais, t'as bien fait j'ai mis ça. du fond de teint. Ouais. mais ouais, je me souviens très bien de cette photo. Donc voilà, c'est être là pour mes coéquipières. Ça a toujours été... la chose qui m'a animée, quoi. Et puis il y a eu ce moment très marquant, c'est la remise des médailles, où vous les remettez entre coéquipières, Covid oblige évidemment, mais ça rend le moment assez unique, assez fort. Hein. Oui, un des plus marquants aussi, de se remettre la médaille. Je trouve que ça a été hyper symbolique et c'est limite, je me dis, ils auraient dû garder ça. Exactement, vraiment, pareil. Ça a été beaucoup d'émotions. Qui te la remet, toi? Alors, j'étais en train de réfléchir. Ouais, je me disais. Moi, je sais que je l'ai remise à Sarah. Ouais. Sarah Michel Bourri. Je lui ai remise, mais c'était qui? Parce que c'était par numéro, forcément, on est sur le podium. Oui. Donc moi, je devais avoir le numéro 16. Mais tu es à côté de Sandrine Gruda sur le podium. Je ne sais pas si c'est Sandrine. C'est peut-être Sandrine. Alors, ouais, ça doit être Sandrine. Alors, je devais être le numéro 8. Et ouais, voilà, c'est Sandrine qui me l'a remise. C'est quand même beau, hein, comme je me dis, tu me parlais tout à l'heure de ton arrivée en équipe de France 2013, où il y a toutes les braqueuses, dont Sandrine Gruda. Et là, c'est elle aussi qui te remet cette médaille olympique. Ouais. C'est quand même incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ah ouais, non, vraiment. C'est quand tu en parles maintenant que je me rends compte. Vraiment. Mais ouais, ça a été très, très émouvant. Non, mais quel parcours, avoir commencé si tard, avoir autant de sélections en équipe de France, autant de titres, autant d'expérience, je trouve ça dingue. Et quand tu vois maintenant, les jeunes joueuses françaises qui commencent hyper tôt, qui font preuve d'une maturité assez exceptionnelle, tu te dis quoi? Oui, tu as tout à fait raison, la nouvelle génération est vraiment promise. Ouais, c'est bluffant. Leur maturité sur le terrain, le fait de savoir ce qu'elles veulent tout de suite. C'est assez impressionnant. C'est là que je me dis que vraiment le basket évolue dans le bon sens par rapport à ça. Donc c'est vrai que les choses ont vraiment changé, et c'est bien. C'est vrai, quand tu vois Leïla Lacan qui maintenant a les clés de Basketland, une Ainoa Rizaché à Lasvel qui est toute jeune, 17 ans je crois. Ouais, c'est ça, un petit bébé. C'est complètement dingue. Et des joueuses qui ont une expérience déjà en ligue de 5-6 saisons alors qu'elles sont encore toutes jeunes. C'est vrai que c'est beau. Moi, je voulais aussi parler juste d'une dernière chose avec toi avant de passer à la rubrique suivante. Alors, la Boulangère Wonder League, championnat, super championnat, on est diffuseur, on adore évidemment. Mais on remarque quand même une certaine, comment je pourrais appeler ça, un peu fuite des talents, avec beaucoup de joueuses aussi qui vont évoluer à l'étranger, dans des championnats peut-être plus attractifs financièrement. La WNBA aussi pose problème, on le sait, avec ce calendrier qui s'interpose avec les playoffs, les phases finales. T'en penses quoi de tout ça, toi, Elena, maintenant que tu as un peu de recul? Oui, c'est vrai qu'on assiste depuis ces derniers temps à beaucoup de, comme tu disais, de joueuses qui partent pour vivre d'autres expériences à l'étranger, notamment la WNBA. C'est vrai que pour la France, si on regarde le côté championnat, si on regarde le côté un peu le niveau basket, c'est vrai que ça ne nous arrange pas. Mais d'un autre côté, je me dis, les opportunités, les carrières, c'est court. C'est vraiment maintenant, avec le recul, que je fais un peu le retour en arrière de ma carrière et je me dis, c'est passé à une vitesse. Donc, je comprends ces joueuses. Je comprends ces joueuses qui ont envie de vivre de nouvelles choses, surtout celles qui ont fait un peu le tour, on va dire, des clubs en France.
Voilà, c'est des expériences, c'est des opportunités de carrière qu'il faut saisir, évidemment. Après, bien sûr, on aimerait qu'elle reste en France parce que voilà, on a un championnat qui est hyper attractif, on a du niveau, on a des surprises à tous les week-ends. Bien sûr, on aimerait après, on ne peut pas leur en vouloir. C'est des choses qui se présentent peut-être une seule fois dans sa vie. Et évidemment, on a envie de la saisir, quoi. Oui, et ça reste un super championnat. Je vous rappelle que d'ailleurs, l'intégralité de la saison de la Boulangère Wonder League est à suivre sur Sport en France. Et nous, la rubrique qui va suivre dans On s'enflamme, eh bien, elle s'appelle Chaud devant. Elena, on a discuté un petit peu avant l'émission et tu m'as dit que ton plus grand rêve, c'était de réussir ton après-carrière aussi bien que ta carrière sportive. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, tout simplement? Ça, c'est vrai. Alors, ce que je fais... je me suis pas mal cherchée. Il faut savoir que l'après-carrière, j'ai quand même commencé à y réfléchir pendant le Covid. D'accord. On a eu du temps libre. On a eu beaucoup de temps libre. Oui. On ne savait pas le sport, ce que ça allait devenir. Et en fait, là, pareil, c'est vrai que j'ai l'impression que je marche beaucoup au déclic. Hein. Je me suis dit, bon, si ça s'arrête, qu'est-ce que tu fais? Donc là, je me suis documentée, j'ai appelé, j'ai regardé des choses sur Internet, tout ça. J'ai vraiment essayé de trouver, de m'inspirer de métiers qui pourraient me correspondre. Et donc, en fait, alors j'ai exploré beaucoup de choses, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas partir loin des terrains. Oui. Le basket m'a énormément apporté, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Et j'ai vraiment ce besoin de transmettre aussi ce que j'ai appris pendant ces 15 années de carrière. Donc c'est vrai que voilà, maintenant je me penche vraiment tout ce qui est, on va dire, hors terrain, ce qui se passe un peu dans les bureaux, ce que nous on ne voit pas, on va dire le travail un peu de l'ombre pendant qu'on joue. Donc voilà, je suis vraiment penchée là-dessus. Donc j'ai commencé une école, le CDES de Limoges, pour obtenir le diplôme de General Manager du club sportif pro. C'est quoi exactement General Manager? Est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs? Alors ça, c'est super marrant parce que justement, on a eu notre première session et on a eu la session où justement, ça expliquait un peu les fonctions du General Manager. Et c'est vrai qu'il y a un peu de dérive, parce qu'on parle aussi de directeur sportif. C'est un peu flou en fait. Team manager. Alors il y a beaucoup d'appellations, mais c'est vrai qu'après, le rôle, il est assez... c'est assez similaire en soi entre les appellations. Donc, en gros, on fait un peu de tout. Alors, il peut y avoir une partie un peu plus sportive, ou il peut y avoir aussi une partie administrative, ou un peu les deux. Donc, voilà, c'est assez hybride, en fait. C'est un peu tout. Mais en soi, on s'occupe un peu déjà du bien-être des joueuses, le recrutement, le budget, les partenaires. Voilà, c'est assez... C'est assez large comme rôle. C'est ce que font actuellement Céline Dumer, Élodie Godin. C'est la même école que Céline, d'ailleurs. Tu leur demandes des conseils un peu Oui, Céline, je l'ai eu par message avant mon inscription à l'école. Je l'ai eu d'ailleurs, elle est venue à Limoges présenter un peu sa soutenance, ce qu'elle a fait à l'examen pour avoir le diplôme. Donc non, je me suis beaucoup renseignée auprès de personnes. Et c'est un métier, moi, qui me va parce qu'on est dans la transmission, mais aussi on a ce côté un peu de management, voilà, ce relais un peu avec les joueuses, avec le staff. Donc voilà, je fais cette école et j'en ai pour 2 ans et c'est vraiment cool. Et puis après, voilà, je fais pas mal de choses en dehors. Je suis avec le comité olympique aussi de temps en temps à la Cannes. Je commande des matchs aussi de temps en temps. Je commande des matchs voilà, sur les bords du terrain ou en cabine. T'aimes bien ça? J'adore. C'est différent quand même. Toi, le basket, tu l'as vécu toute ta carrière. Le raconter, le décrypter, l'analyser, c'est quand même différent. Oui, c'est très très différent, mais c'est vrai que c'est un exercice qui m'a toujours tenté et j'ai toujours voulu essayer faire. Donc c'est vrai que la première fois, en plus ça s'est fait sans test, rien. Donc on m'a dit, voilà, il y a un match à commenter, est-ce que tu es disponible? C'était avec la chaîne L'équipe? Oui, c'était avec la chaîne L'équipe, c'est ça, pour l'équipe de France. C'est Andy qui m'a fait la petite passe décisive, voilà, la copine qui m'a fait la petite passe décisive. Et donc on m'a dit, donc il n'y a pas de test, c'est tout de suite. Ok, donc moi j'ai fait mes petites fiches, voilà, bosseuse que je suis, j'ai bien travaillé, regardé les matchs, retenu les noms, tout ça. Et c'est vrai que j'y allais sereinement. Je me suis dit, je suis prête. J'ai regardé des matchs, j'ai écouté même les commentateurs sur le moment pour essayer de m'inspirer.
J'y allais sereinement, vraiment. Ouais, j'étais détachée, tranquille. Et là, je commence à mettre le casque. Et là, j'entends la régie, allez, c'est à vous dans 10. Ah, t'as la petite... Et là, j'ai senti la montée de stress, le cœur qui bat et tout. J'ai fait, waouh. Mais justement, tu vois, c'est intéressant parce qu'on en parlait en début d'émission, je te demandais est-ce que c'est pas compliqué de plus avoir cette adrénaline que tu avais sur le terrain? Est-ce qu'à ce moment précis, tu racontes là, tu l'as retrouvée un petit peu? Bien sûr, complètement. Et en plus, j'étais en cabine, donc c'est vrai que je l'avais, mais c'est complètement différent que quand on est bord de terrain. Moi, je dis c'est un autre métier. C'est ça. Franchement... J'ai fait la finale à Bercy, Coupe de France, incroyable. Ah bah je crois que je l'ai même dit en direct, j'ai dit je crois que c'est la première fois que là, j'ai envie de rechausser les baskets et de jouer. Depuis que j'ai arrêté, parce que tellement ça m'a procuré. J'ai ressenti les émotions qu'on vit pendant qu'on joue, quoi. Mais j'adore, vraiment, c'est un exercice qui me plaît énormément. Tu as parlé de rechausser les baskets. On a croisé au match des champions Amel Boudera. Donc, oui, Amel, voilà, icône de Charleville-Mézières, des Flammes Carolo, qui a rechaussé les baskets pour quelques matchs de prépa, parce qu'il y avait pas mal de blessés dans l'effectif. Amel, elle a dû rechausser les baskets et repartir en tant que meneuse sur le terrain. Elena Siak, rechausser le basket une fois pour une petite pige, ça serait possible ou pas? J'en ai eu des demandes. C'est vrai? Ouais, j'en ai eu à plus bas niveau. Mais en fait, ce que je leur réponds, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le luxe de me réveiller et de ne pas avoir de douleur. Tu m'étonnes. Mais ça, c'est un bonheur vraiment sans nom. Et je profite de ça pour le moment. Pour le moment, 3 petits points. Je dis pas, peut-être. Je ferme pas les portes. D'accord. Mais pour le moment, c'est vrai que j'apprécie en fait de ne plus avoir de douleur. Vraiment, c'est génial. Mais tu fermes pas la porte non plus. Bah non, parce que ça titille. Hein. Là, je vois un ballon. Je regarde les matchs et c'est vrai que des fois. Et si je te le donne, ce ballon, est-ce que tu vas... Je vais quand même le donner là. Je te sens, en le touchant, ça va peut-être réveiller quelque chose en toi. Carrément. En plus, ce ballon qui accroche bien, c'est bien. C'est pas les ballons de Euroleague là qui glissent. Taille 6 et tout, parfait. C'est... Bon. Peut-être. On ne sait jamais. Nous, on va continuer l'émission. On va avoir un petit moment confession, un petit moment intime au coin du feu, forcément. C'est parti. Alors, pour cette petite séquence, je vais venir prendre place dans ce canapé, à côté de toi, Elena. On va discuter ensemble. Discutons. Voilà, de plein de petits sujets. Moi, déjà, je voulais savoir si tu avais déjà eu l'impression de ne plus savoir forcément qui tu étais en tant que femme en dehors du basket. Est-ce que tu as pu te perdre un peu dans la basketteuse, je suis ça, je fais ça, et en dehors, je ne sais plus qui je suis? C'est un vrai sujet. Quand tu arrêtes ta carrière, tu as cette petite crise identitaire. J'ai beaucoup vu de reportages, de documentaires sur des anciens athlètes, et ça a été la première chose, en fait, pour eux, c'est qui je suis maintenant. Qu'est-ce que je suis? J'étais sur une piste d'athlète, j'étais sur un terrain, j'étais sur un cours. Qu'est-ce que je suis? Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas eu parce que je suis restée la même de quand je suis partie au moment où j'ai arrêté. D'accord. Tu vois, là, je suis retournée un peu sur mes terres natales, vers mes amis d'enfance. Et c'est vrai que beaucoup me disent, mais tu n'as pas changé, en fait, tu es la même. Et en fait, c'est cette authenticité que j'ai voulu garder tout le long de ma carrière. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu cette crise, parce qu'en fait, je sais qui je suis et j'ai toujours été la même, quoi. Moi, j'ai longtemps été complexé par ma taille. Je suis très petit, je fais moins d'1m70, j'ai toujours été très petit, et ça m'a beaucoup complexé. Toi, tu es très grande, tu fais 1m97. Oui. Pour le basket, c'est génial. Est-ce que dans la vie de tous les jours, par contre, ça a pu aussi, à des moments de ton parcours, être un complexe? Oui, évidemment, hein, on est hors de la norme. La génétique, hein, forcément, j'ai hérité de cette taille. Après, aujourd'hui, si je dois parler aujourd'hui, non, ça va, j'arrive à gérer parce que le basket m'a aidé. Le basket m'a permis de m'assumer, de prendre confiance en moi, parce que j'ai été entourée de grands et de grandes tout le temps. Donc, je me suis sentie bien, en fait, je me sentais bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas de complexe. Parce que j'assume, tout simplement, et c'est OK. Bon. Au coin du feu, on parle de tout. Elena, OK. Il manque juste le feu. il manque juste le feu, c'est vrai. Moi, je voudrais savoir, quand tu as un rythme aussi intense que tu as eu là, toute ta carrière, est-ce qu'on a le temps pour aimer, pour avoir une relation amoureuse ou pas?
C'est compliqué parce que moi, c'est vrai que j'ai vraiment voué ma vie au basket. Oui, c'est ça. Ouais. Même ma propre famille, je ne les voyais que très rarement parce que même les moments off, on va dire, allez, les petites vacances entre les compétitions ou les moments d'après-saison, je les utilisais pour m'entraîner. Je ne m'arrêtais jamais. Jamais, jamais. Je prenais ce temps justement pour me dire, bah, voilà, tu vas t'entraîner, tu vas encore plus progresser. Donc c'est vrai que les sorties, les restos, les boîtes de nuit, tout ça, je refusais. Parce que je me suis mis dans ma bulle. Et en fait, mission, donc hygiène de vie irréprochable, tout en fait. Après, oui, bien sûr que j'avais des moments, évidemment, avec mes amis et tout. Mais c'est vrai qu'en plus, le fait que j'ai quand même pas mal bougé, mais de rien, le plus long que j'ai fait, donc c'est à Lasvel, à Lyon, pendant 5 ans. Mais sinon, c'était 1 an ou 2, jamais plus. Voilà, c'était une vie à 100 à l'heure et c'était basket. Oui, d'ailleurs, je te dis relation amoureuse, mais aussi relation amicale. Je parle vraiment en dehors du basket. Est-ce que tu avais réussi à créer un cercle d'amis aussi qui n'avait aucun rapport avec le basket? Oui. Ouais. Oui. Alors, bon, ça restait quand même pas loin. Hein. Je pense surtout aux bénévoles du club, même à des gens qui travaillent au club. Mais c'est vrai que, par exemple, à Lyon, vu que j'ai fait 5 ans, oui, j'ai eu le temps de me créer justement ce cercle d'amis qui est un peu plus en dehors du basket, même s'il y a quand même un petit lien basket mine de rien. Mais oui, j'ai quand même réussi à me créer mon petit réseau d'amis hors basket. Dernière question dans cette petite séquence, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une personne à qui tu aurais aimé plus dire « je t'aime » ? Pas facile hein, comme question. Ah ouais, c'est pas facile parce qu'en plus je suis pas quelqu'un qui dit je t'aime facilement. Ouais. Les émotions et c'est. Ouais, je suis. Donc, je dirais plus ça, peut-être plus le dire aux gens que j'aime évidemment, donc plus peut-être à ma famille ou à mes amis très très proches. Voilà, le dire peut-être plus souvent. Je ne suis pas quelqu'un d'expressive là-dessus. D'accord. Tu as des regrets ou pas, Elena, dans ta carrière, dans ta vie, tu es encore jeune, mais dans ton parcours, est-ce que quand tu fais un petit tour de tout ce que tu as vécu, est-ce que tu as quelques regrets ou pas? Des regrets, j'en vois pas. Alors, peut-être, pourquoi pas, avoir pu essayer de tenter l'expérience WNBA. Ouais. Peut-être. Okay. Alors, j'avais eu l'occasion. Pendant un été. C'était quand? Alors, je crois que j'étais en Russie. Donc, je ne sais plus si c'était après la première ou après la deuxième. 2016 et 2018. Voilà, c'est ça. Sauf que ça tombait évidemment en même temps que l'équipe de France. Et pour moi, l'équipe de France, c'était ma priorité. Ouais. Tu ne pouvais pas manquer une Marseillaise. Je ne pouvais pas manquer une Marseillaise, je ne pouvais pas manquer une compétition. Donc, c'est vrai que j'ai tout de suite choisi l'équipe de France. Mais c'est vrai que je me dis, ça aurait été bien tester pour voir, voilà, parce que je suis curieuse de nature en plus, donc. Mais sinon, en soi, non, pas du tout de regret de mon parcours. Bon, génial. On va passer à la dernière séquence de cette émission, et là, on va rigoler un petit peu. Allez, rigolons. Tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. On va s'amuser un petit peu, Elena, avec cette petite tablette. Alors, c'est très simple. Dans cette séquence, tu vas avoir 5 catégories. Flamme olympique, feu de camp, briquet, allumette, cendre. Flamme olympique, c'est le top du top. Cendre, c'est pas ouf. Okay. Et tu vas avoir plein de petites choses, des animaux, des régions, des aliments, des sportifs, et tu devras les classer. Donc c'est parti. Très bien. Alors, on commence avec les araignées. Alors, j'ai pas la phobie des araignées. Ok. Moi, je l'ai. Ouais, je pense que celle sur la photo, je comprends pourquoi. Voilà, je mettrais... Bon, allez, allumette quand même, parce que c'est quand même... Voilà, c'est pas super, quoi. La Bretagne. La Bretagne, ça vous gagne. Ouais, j'aime bien la Bretagne. J'irai pas vivre en Bretagne. Voilà, alors, j'ai vraiment rien contre les Bretons, je les adore. En plus, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Les crêpes, j'adore, super bon. Mais voilà, je n'irai pas vivre. Mais c'est pas mal quand même. Donc, allez, briquet, ouais, milieu, quand même, au milieu, voilà. Le basket 3-3, alors ça, flamme olympique tout de suite, puisque voilà, l'occasion d'avoir pu faire une compétition avec les pionniers. La petite photo, magnifique. Voilà, 2012. Ça remonte. 2012, donc première équipe de France de 3-3. On fait cette médaille d'argent, on perd contre les États-Unis évidemment.
c'était un super souvenir, un super spot à Athènes. C'était magnifique. Et le groupe, j'en parle même pas. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, tu nous disais peut-être un retour, ça peut pas être en 3 fois. Le niveau, il a tellement... là, il faut y aller. Là, j'avoue, le niveau... Les genoux et tout, 3-3, j'allais dire, les terrains, là, ça va sûr. trop piquer. Et puis même, c'est tellement intense, c'est devenu tellement intense aujourd'hui. Ouais. Ça a vraiment évolué. Je n'ai pas la prétention de me dire que je serais bien au 3-3 aujourd'hui. Désolé, Angelo Tsagarakis. Désolé. Oh, Drake. Ah voilà, direct. Tac, flamme supra-olympique. Drake, c'est mon artiste préféré aujourd'hui. Ah, merci. Bah oui, voilà. Mais il est là d'ailleurs. Il est là. J'ai été le voir en concert là récemment. J'ai été tellement proche et trop d'émotions. Bête de scène et tout, c'était fou. Donc Drake, voilà, si tu nous entends. Tu regardes l'émission. Tu regardes l'émission. L'école. Alors l'école, j'aimais bien l'école, à petite dose. Ouais. J'aimais pas les devoirs, parce que je disais, on rentre chez nous, on doit encore faire des devoirs, enfin, voilà, bref. Mais j'aimais bien l'école parce que j'avais des copains et camarades, comme d'hab. Moi, je suis très, voilà, c'est vie de groupe, quoi, finalement. Donc, je vais mettre Feu de camp. Allez, Feu de camp. Allez, deuxième. Quand même. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh, Game of Thrones, ma série préférée. Flamme olympique, hein, j'adore. Le Joker, film préféré. C'est mon film préféré, Joker. Un peu dark, je l'avoue. Ouais. T'as aimé le 2 ? Non, j'allais dire, c'est parfait, tu vois. Bon, voilà, c'est le dernier Joker, hein, le film, mais le 2, déception. Je l'ai attendu, je l'ai attendu. Ça reste quand même flamme olympique, mais le 2, non. Los Angeles, j'espère pouvoir y aller en tant que spectatrice, évidemment, ou voilà, j'espère aller voir des épreuves, parce que les JO, ça reste les JO. LeBron, t'as quasiment, attention, t'as quasiment plus de place, hein. Non, mais après, ce que je vois, ça va. LeBron, je suis obligée. C'est un de mes favoris, un de mes faves aujourd'hui. Longévité, tout ça, hygiène de vie, top. Pokéball, c'est quand même... mes amis, elles vont dire, ça, c'est Elena, quoi. C'est Elé. Pokéball, c'est Elé. Donc, allez, je le mets. La flamme. Allez. Oh là là. Et allez. Mais il y a une deuxième ligne, quand même. Ça va. Tu peux, t'as de la chance. Ça va. Mais je vais essayer d'équilibrer, quand même. Sans parachute, je peux pas. Sandra, alors. Alors, j'adore les sensations, j'adore les parcs d'attractions, j'adore. Mais saut parachute, saut élastique, c'est non. Je peux pas. J'arriverai même pas à me jeter. Déjà, un plongeoir de 7 mètres, c'est chaud. Alors là, les talons, je suis très nulle pour marcher avec, tellement j'ai pas l'habitude. Mais je trouve que ça fait élégant et que même grande, je vois pas pourquoi on devrait ne pas en porter. Exactement. Voilà. Je le mets feu de camp juste parce que ça fait mal aux pieds. Voilà. The Voice. C'est que tu as eu des infos comme quoi Oui, bien sûr. Attends, non, moi je les ai pas. T'as passé un casting un peu ? Non, j'ai pas passé. C'est que des fois je chante, mais je prends ça pas au sérieux. On n'a pas un micro. Non, allez. Il n'y aura pas de démo. Allez, les 4 derniers. Allez, The Voice. L'émission, c'était le samedi, on jouait, donc c'était mort, je ne voyais pas. Bon, allez, je mets Briquet. Briquet. Et les 3 derniers ? Allez, la WNBA. Alors, je regarde maintenant parce qu'il y a beaucoup de Françaises. Mais c'est vrai que j'ai une période où je ne regardais pas parce que pour moi, c'était leur monde. Mais quand même, c'est pas mal. Allez, Feu de camp. En deuxième. Et il en reste 2. François Civil, très charmant. Ouais, beau gosse. Ouais, beau gosse. J'ai adoré son film avec Adèle, là. Ouais. L'amour ouf. Ouais, l'amour ouf, super bien. Je le mets Briquet, parce que voilà, il y a Pierre Ninet quand même que je préfère. Et l'andouillette, c'est Cendre, parce que c'est pas bon et que ça sent pas bon. Voilà, donc je rappelle, flamme olympique pour Elena Siak, basket 3-3, Drake, Game of Thrones, le Joker, Los Angeles 2028, LeBron James et Pokéball. Bon, je suis très contente de mon classement. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'ai une dernière petite question à te poser, Elena, mais c'est pas moi qui vais te la poser. On écoute. Ma mif. J'ai tellement de choses à te dire et à la fois pas grand-chose parce que voilà, nos carrières terminées, on continue de se voir avec la formation. Si quand même te dire que je trouve que notre amitié, c'est quand même une des belles choses que le basket a pu nous apporter. Et puis une petite question, à quoi vont ressembler nos prochaines aventures?
Andy l'adore. Millem. Ouais. C'est vraiment, c'est une des vraiment meilleures amies aujourd'hui. Comme elle dit, on fait l'école ensemble. On fait l'école ensemble à Limoges et c'est vrai qu'on est amené à se croiser sur des événements, sur des choses. On est toujours en contact. Les prochaines aventures, j'espère qu'il y en aura plein d'autres parce qu'on en a vécu tellement des magnifiques ensemble avec l'équipe de France ou en club. Donc j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Donc comme je disais, l'école, voilà, des petites soirées là. Mais je lui ai dit maintenant qu'elle est sortie de sa carrière de basketteuse, c'est le moment maintenant d'aller faire des petites soirées mondaines, des choses comme ça. Donc je lui ai promis que j'allais l'embarquer avec moi dans mes aventures là, un peu faux folle là, et qu'elle vivra des choses avec moi parce que franchement elle le mérite déjà avec sa carrière. C'est une joueuse qui a été exemplaire du début à la fin. C'est ma mif quoi, comme elle le dit. Donc là je lui ai dit je vais t'embarquer dans mes folies là, dans mes soirées et elle va kiffer comme moi quoi. Bon, c'est une très belle amitié et ça a été une très belle émission. Merci beaucoup. Merci Elena. à toi, c'était un vrai plaisir. Franchement, je te le redis. J'ai pas vu passer le temps, c'était vraiment génial. On a pu aborder plein de sujets et je te remercie d'être venu dans ce canapé. Merci à toi, Lucien. Merci beaucoup, Elena. Moi, je vais remercier toute l'équipe en régie autour de Julien Perronnet à l'édition, François Caudal à la réalisation, Paul Lebret au son, Sandrine David au maquillage et puis mention spéciale à Rosamond à la production qui va nous quitter dans peu de temps. Tu vois, tu parlais d'Andy Millem qui était ta coéquipière, qui est devenue une vraie amie. Je peux dire pareil de Rose, qui était ma collègue et qui est devenue une vraie amie qui compte beaucoup pour moi. Donc merci beaucoup Rose et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de On s'enflamme. Salut tout le monde.